Dès la fin du XIXe siècle, le problème du logement ouvrier s'était posé à Grenoble, comme dans toutes les villes en développement industriel en France. Dans le nord ou dans l'est, cette question avait été prise en charge par le patronat, mais ce n'était pas le cas à Grenoble. La situation a été dénoncée par les militants socialistes car elle était dramatique. Par exemple, en 1910, un jeune pharmacien du nom de Léon Martin, futur maire et grand résistant, en avait fait l'objet de sa thèse. Et il avait dénoncé les taudis dans lesquels vivaient les ouvriers, où la tuberculose faisait des ravages et des familles, avec 6 enfants, s'entasser dans une pièce ou deux. La guerre n'avait pas arrangé les choses, n'avait fait qu'empirer la situation avec 5000 habitants de plus et d'habitantes de plus à Grenoble. C'est pourquoi le problème du logement ouvrier était un élément clé du programme de Paul Mistral élu maire en 1919, ainsi que la chasse au logis insalubre, et qu'il avait réclamé une loi fixant un maximum des loyers, la création d'un office des logements vacants, la mise à disposition des casernes vides par l'armée. Dès le mois de mai 1920, le nouveau maire propose la création d'un office public d'habitat bon marché. Et le conseil municipal décide de saisir le Conseil d'État, qui est seul habilité à autoriser la création des offices publics. Pour Grenoble, c'est chose faite à la fin de l'année 1920. Et le premier projet est élaboré. Il s'agit d'une cité-jardin à construire au rondeau, sur les terrains de l'ancien petit séminaire, propriété de la ville depuis la loi de séparation de 1905. Ce projet correspondait à l'idéologie du mouvement d'habitat bon marché et était sous-tendu par une idéologie hygiéniste avec des références rurales. L'idée étant que l'intérieur de l'habitation devait ressembler à une maison de campagne. Sur ce modèle ont été construits 208 logements répartis en 85 immeubles avec pas plus de 6 logements par immeuble. En 1923, un second projet est lancé, mais le coût prohibitif au regard du nombre de logements de la première opération, ainsi que la suppression de la subvention de l'État, entraîne une révision du type de construction. Il ne s'agira plus de maisons en cité-jardin, mais d'immeubles de 4 ou 5 étages, construits autour d'une cour commune. La première cité construite, celle de la Capuche, comprendra un peu plus de 100 logements. La plus importante, celle de l'Abbaye, lancée en 1927 et livrée en plusieurs tranches pendant la grande crise de 1929, plus de 300 logements. À l'Abbaye, la cité se présente sous la forme de groupes d'immeubles, assemblés symétriquement autour de 3 squares. Les immeubles comprennent 4 niveaux chacun. Faute de jardins individuels ou de balcons, ceux-ci permettent l'accueil des enfants et un semblant de vie collective. On y retrouve d'ailleurs les mêmes équipements, quelques magasins, des lavoirs publics, des bains-douches, une bibliothèque et une garderie d'enfants. De nouveaux groupes scolaires vont voir le jour, malgré les difficultés rencontrées par la municipalité, car en 1922, le gouvernement a baissé de façon autoritaire le nombre d'instituteurs et a favorisé l'école privée. Les groupes scolaires portent les noms de Ferdinand Buisson à la Capuche, Jules Ferry à l'Abbaye, ce qui montre l'orientation résolument laïque de la municipalité de Paul Mistral. Par ailleurs, les cités sont construites à l'écart de la ville, dans les quartiers où se développe l'industrie et où le prix du foncier est le plus bas. L'avenue qui relie la cité à la ville s'appelle d'ailleurs l'avenue de l'industrie. Elle sera rebaptisée avenue Jeanne d'Arc en mars 1941. Des lignes de transport en commun sont aussi immédiatement créées par la nouvelle municipalité pour les desservir. La construction de la cité de l'Abbaye s'inscrit donc dans le contexte d'extension de Grenoble vers le sud et également dans le contexte de politique de socialisme municipal menée par Paul Mistral et son équipe dans l'entre-deux-guerres.